Toujours plus d'actu sur BX1 ⁇ De plus raisonner donc secteur par secteur et voir lieu par lieu ce qui peut être ouvert ou pas, s'occuper de ventilation, de respect des distances, plutôt que de fermer des pans entiers d'activités sans nuance, sans concertation. C'est donc la carte blanche publiée ce matin dans le journal Le Soir. Carte blanche signée Leïla Belkir, infectiologue aux hôpitaux Saint-Luc, Marius Gilbert, épidémiologiste à l'Université libre de Bruxelles, et Nathan Klumec, professeur spécialisé en maladies infectieuses, qui plaident donc tous les trois pour une adaptation de notre stratégie anti-Covid. Bonjour Sabine Rigelheim. Bonjour Fabrice. Cette carte blanche, elle va faire l'effet d'une petite bombe. Mais oui, d'autant plus qu'on est dans un contexte qu'on connaît tous, Fabrice. On se rend compte que les digues commencent petit à petit à lâcher. Les signes de fatigue de la population se manifestent de plus en plus par rapport aux mesures imposées pour lutter contre le virus. Et les tensions montent, la désobéissance aussi. Alors effectivement, ne faudrait-il pas proposer autre chose que des fermetures et réouvertures à répétition? Et c'est précisément ce que proposent Leïla Belkir, Marius Gilbert et Nathan Klumec. Les trois experts qui sont connus pour leur approche nuancée et pondérée plaident cette fois pour une toute autre stratégie. Une stratégie qui tienne compte de la spécificité des lieux plutôt que de condamner des secteurs dans leur entièreté. On écoute Marius Gilbert. On sait très bien que la transmission, elle est influencée par principalement 4 choses. Le fait qu'une activité se déroule à l'intérieur ou à l'extérieur, le fait qu'on ait un masque ou qu'on n'en ait pas, la durée de l'exposition, et le fait de parler ou pas. Donc, c'est 4 facteurs qui vont conditionner très fort. Et donc, si vous combinez, si on est nombreux dans une pièce intérieure mal ventilée, sans masque et qu'on parle, ben là, effectivement, c'est ce qui combine le plus de risques. Par contre, si on est même nombreux avec masque dans une salle de spectacle avec des espacements relativement corrects et bien ventilés, le risque est vraiment beaucoup plus faible. Et donc, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut facilement généralisé, parce que d'une salle de spectacle à l'autre, d'un restaurant à l'autre, d'un café à l'autre, les possibilités de ventiler, la possibilité de mettre en place des protocoles spécifiques vont être très différents. Alors évidemment, cela demande une lecture et une étude beaucoup plus fine et sans doute aussi beaucoup plus complexe, vous l'imaginez bien. Mais à l'instar des contrôles de sécurité menés par l'AFSCA, par exemple, ou par les pompiers, on pourrait, dit encore Marius Gilbert, ainsi que ses 2 collègues, on pourrait imaginer des contrôles sanitaires dans des lieux Covid-safe. Il y a des normes par rapport à la sécurité incendie. On ne peut pas ouvrir un lieu public en Belgique sans que ce lieu ait été visité par les pompiers pour vérifier que les normes en matière de sécurité incendie ont été respectées. Et ça implique parfois des investissements importants pour qu'il y ait des sorties de secours, pour qu'il y ait une signalétique adéquate, des choses comme ça. Donc la notion de sécuriser un lieu en fonction d'un risque et de faire une évaluation et un contrôle régulier de ce lieu est quelque chose qui n'a rien de neuf. Il suffit d'appliquer cette même notion à la sécurité sanitaire par rapport à un risque de transmission. Maintenant, c'est vrai que ça nécessite des investissements humains et matériels, qu'il faut mettre en place ces normes, qu'il y ait des personnes qui visitent les lieux, etc. Mais si on commence jamais à le faire, on n'y arrivera jamais. Alors cette réflexion, Fabrice, elle est déjà en cours de manière très ponctuelle. On en a parlé notamment à la ville de Bruxelles où Nathan Klumec et le bourgmestre Philippe Claus mènent une expérience, en tout cas encore à l'état de réflexion pour l'instant, mais elle est menée. Alors concrètement, effectivement, et Marie Gilbert vient de le dire, eh bien l'adaptation des lieux, des sites, des salles, ça a un coût. Et comment faire en sorte pour que les plus petits opérateurs ne soient pas pénalisés par rapport aux plus gros qui ont les reins beaucoup plus solides pour assurer les investissements nécessaires à une éventuelle réouverture? Eh bien, la réponse, c'est évidemment l'apport, l'aide et le soutien des pouvoirs publics. Je pense que les communes sont des bons interlocuteurs pour de la mise en œuvre, mais ce n'est pas nécessairement elles qui doivent les financer. Mais il y a énormément de financement qui vient de différents niveaux de pouvoir, qui est venu pour compenser, pour rencontrer les problèmes posés par les mesures. Et il me semble quand même que c'est plus intéressant d'investir de façon structurelle dans des dispositifs qui permettent à un lieu de continuer à fonctionner économiquement, plutôt que de chercher à compenser la baisse de revenus.
Voilà, alors question maintenant, Sabine, ça ce sont les propositions des experts. Est-ce qu'elles ont une chance de se concrétiser, surtout dans quel délai ? Mais alors, même eux savent bien et sont bien conscients que ce ne sont pas des mesures qu'on peut adapter et qu'on peut mettre en place rapidement dans les semaines qui viennent. C'est une stratégie, et une stratégie, c'est quelque chose qui s'envisage à long terme. Et ça, Marius Gilbert, Leïla Bektir et Nathan Klumek l'expliquent bien. Néanmoins, c'est déjà un signal qui, s'il pouvait être entendu par les autorités, et on pense évidemment tous au Codeco de mercredi prochain, eh bien, pourrait permettre à beaucoup de commencer à souffler.